Bonjour. Bienvenue sur notre webinaire spécial Université en Australie. On est ravis de vous avoir avec nous ce soir. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte petit à petit. Bienvenue à tous. Bonjour Nathalie. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour Elvire. Bonjour. Bonjour tout le monde. On est super Bonjour. content de t'avoir avec nous. Alors, Nathalie est avec nous ce soir. Vous avez dû le voir quand vous êtes inscrit au webinaire. Elle est représentante de l'université de Sunshine Coast. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour parler des études en Australie, et notamment de l'université de Sunshine Coast. Si vous souhaitez en savoir plus, il faut rester jusqu'à ce que Nathalie prenne la parole. L'université de Sunshine Coast, elle est située au-dessus de Brisbane, si vous situez un petit peu plus Brisbane. Oui, mais j'ai ton mail. Alors, je vais vous demander de couper vos micros. Il y a Benjamin qui est avec nous aussi ce soir, qui va répondre à toutes vos questions dans le chat. Donc, là, pour l'instant, vous coupez vos micros. Vous posez pendant tout le webinaire, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Il y répondra du mieux qu'il peut. Et à la fin, on aura un petit temps ensemble pour que vous puissiez poser vos questions ou à moi ou à Nathalie en direct. Donc, alors, je ne vois pas combien on est pour l'instant. Je pense qu'on ne va pas tarder à commencer. Nous sommes une dizaine a priori pour l'instant. Ok, bon, ça va se connecter petit à petit. Alors, je me présente, moi je m'appelle Elvire, je suis de l'agence Go Study Australia, une agence d'éducation qui aide les étudiants et PVTistes à partir en Australie. Moi, je suis spécialisée sur les études à l'université en Australie. Donc aujourd'hui, on va voir comment aller étudier en Australie, les critères d'admission, les bourses d'études, le visa étudiant. Voilà, on va essayer de couvrir un petit peu tous les sujets qui concernent l'université en Australie. On ne va pas aller trop en profondeur et dans le détail parce qu'on a 1 heure devant nous, parce qu'après, chacun a des occupations. Donc, on va essayer de couvrir un maximum d'informations. Et puis, Nathalie, qui est avec nous, présentera aussi l'université de Sunshine Coast, un petit peu les programmes, comment fonctionnent les rentrées à l'université, etc. Donc, je pense qu'on va y aller, on va commencer. Donc, le thème, pour rappel, étudier à l'université en Australie, mode d'emploi. On va commencer par l'indispensable pour aller étudier en Australie, c'est le visa étudiant. Sans ce visa-là, vous n'allez pas pouvoir étudier en Australie. Benjamin aime bien appeler ça le Graal. Donc, c'est le Subclass 500. C'est un visa électronique dans le sens où la demande, elle se fait directement en ligne sur le site de l'immigration. Vous n'allez pas recevoir un visa directement par la poste ou quoi que ce soit. Vous allez recevoir un email en disant que votre visa est granted, donc que votre visa est accepté et que vous avez la possibilité d'aller étudier en Australie. C'est un visa qui coûte 2 000 $, qui est à payer donc en carte bleue, en CB sur le site de l'immigration. Alors attention, parce que souvent le prix des visas augmente au 1er juillet. Donc, comme la demande se fait à peu près 4 mois, à partir de 4 mois avant la date de rentrée, si vous êtes dans ce timing-là, je vous invite à faire votre demande avant le 1er juillet, parce qu'il y aura certainement une petite augmentation à ce moment-là, comme tous les ans. Le temps de visa égale le temps de cours, c'est-à-dire que si vous faites 6 mois de cours en Australie, vous allez avoir 7 mois de visa. C'est plus 1 mois de vacances à la fin des cours. Si vous dépassez les 10 mois de cours, vous allez avoir plus 2 mois à la fin de vos cours. Par exemple, vous faites un master en 1 an en Australie, vous allez avoir la durée des cours. Si vos cours terminent, par exemple, le 19 mars, voilà, vous allez avoir un visa jusqu'au 19 mai, plus 2 mois. Pendant ces 2 mois, c'est considéré comme des vacances, vous pouvez travailler. Il y a une assurance qui est obligatoire, vous pouvez travailler à temps plein, je précise, parce que pendant le visa étudiant, vous pouvez travailler à temps partiel à côté de vos cours, exactement 48 heures toutes les 2 semaines autorisées à côté des cours, et quand c'est les vacances scolaires, donc
pendant les cours, des fois, vous avez des sessions de vacances, vous pouvez travailler full-time. Et les 1 à 2 mois à la fin de vos cours, c'est aussi considéré comme des vacances et donc vous pouvez aussi travailler full-time. Il y a une assurance étudiante qui est obligatoire sur le visa. C'est obligatoirement une OSHC, Overseas Student Health Cover. Il n'y en existe que 5. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi comme assurance. Donc, ça ne peut pas être une assurance privée que vous prenez de vos côtés, n'importe laquelle. Il y en a vraiment 5 spécifiques. On vous aide, nous, à de toute façon réserver l'assurance pour ne pas vous tromper. Quand vous faites votre demande de visa, vous allez donc payer votre visa. Et une fois que vous allez avoir payé votre visa, vous allez recevoir directement un email. L'immigration va vous demander de faire des biométriques. Donc, si vous êtes passeport français résident en France, vous allez devoir vous rendre, il y a un seul centre à Paris pour faire vos biométriques. Rien à voir avec le passeport biométrique. Donc là, c'est bien un centre spécifique relié à l'Australie. Vous faites empreinte digitale et photo, ça coûte 51 € et il faut aussi calculer le coût pour vous rendre à Paris si vous êtes pas dans le coin. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Les documents qu'il faut avoir pour faire la demande de visa étudiant. Les documents obligatoires, j'entends, parce qu'après, il y a plein de documents qu'on peut rajouter pour vraiment appuyer la demande et mettre toutes les chances de son côté pour avoir une réponse favorable. Donc, il faut la copie du passeport, le certificat OSHC, donc l'assurance qui doit vous couvrir sur toute la durée de votre visa, c'est-à-dire incluant le temps de cours et le temps de vacances à la fin. Le COE, Confirmation of Enrollment, c'est un document que vous allez avoir de la part de l'école avec un petit numéro dessus qui est obligatoire pour faire la demande de visa et qui ne vous sera délivré par l'école qu'une fois que vous aurez payé l'école en partie. Donc à l'université, en général, il faut payer un semestre à l'université avant le départ pour pouvoir recevoir ce fameux COE et avoir la possibilité de faire la demande de visa. Et ensuite, il faut un Genuine Student Statement. C'est une sorte de lettre de motivation dans laquelle vous écrivez qui vous êtes, quel est votre profil, pourquoi vous souhaitez étudier ce cours-là, pourquoi avoir choisi cette école-là, pourquoi ne pas avoir fait vos études dans votre pays d'origine, donc en France ou en Belgique ou en Suisse, par exemple, s'il y a des francophones autres que français ici ce soir, plutôt qu'en Australie. Qu'est-ce que ça va vous apporter personnellement, professionnellement? Quel est votre projet professionnel à votre retour en France, etc. Donc ça, on vous aide aussi, on relit votre lettre, etc. Je parlerai des services de GoStudy et tout ce qu'on peut faire pour vous gratuitement à la fin de la présentation. Ensuite, bien sûr, il y a des documents en plus que vous pouvez fournir, notamment un bank statement, parce que c'est important de pouvoir prouver à l'immigration et on a de plus en plus tendance à même rendre ce document obligatoire, de pouvoir prouver que vous avez les fonds nécessaires pour aller en Australie. Donc, pour un étudiant seul, c'est presque 30 000 $, plus prouver que vous avez le prix de votre billet d'avion et également le prix pour payer la partie des cours que vous n'avez pas payé. Donc, Benjamin, il va vous mettre, ou il vous a peut-être déjà mis dans le chat, un moyen de calculer les fonds nécessaires à votre projet. Je viens de le mettre à l'instant, là, il y a 5 minutes. Parfait, merci. Donc, n'hésitez pas à regarder et sauver ce lien qui vous permettra de voir un petit peu voilà, budgétiser un petit peu. Prévoir de côté pour pouvoir prévoir de partir en Australie pour étudier à l'université en fonction, bien évidemment. Hein, là, ça n'inclut pas. Il faudrait avoir un devis sur les cours, le programme que vous allez choisir en université. Vous pourrez faire le calcul. Voilà. Point assez important, c'est-à-dire que ça peut être l'état de vos comptes personnels si vous êtes l'étudiant principal, mais ça peut être aussi le bank statement de vos parents avec une lettre de soutien financier qui va expliquer que vos parents vous soutiennent financièrement dans vos études, dans votre projet, dans votre tout ce qui va vous être nécessaire à payer sur place. Avec du coup l'état de leur compte à eux, à vos parents par exemple, ainsi que la copie de leur passeport. Ça peut aussi être ça peut être un ou plusieurs comptes, voilà. Et on peut aussi joindre d'autres choses, comme par exemple si vous avez une offre d'emploi à votre retour en France, si vous êtes propriétaire par exemple, tout ce qui peut prouver à l'immigration que vous êtes un genuine student, que vous souhaitez étudier en Australie pour un projet qui va vous permettre ensuite d'avoir un projet concret à votre retour en France. Et que vous avez des
un des liens forts avec votre pays d'origine. Ensuite, on va passer à l'éducation en Australie, puisque le fonctionnement n'est pas tout à fait le même en Australie, comme vous devez le savoir. Donc, j'ai fait un petit tableau pour comparer un petit peu les différents systèmes. Donc, c'est du bas vers le haut. Le baccalauréat, l'équivalent en Australie, c'est le High School Diploma, donc ça se fait au lycée, et qui permet derrière d'intégrer du coup l'université. En France, on a la licence qui est en 3 ans, donc c'est le premier diplôme le plus connu de l'université. En Australie, ça s'appelle le Bachelor Degree et il se fait en 3 à 4 ans. En général, c'est 3 ans. Si c'est en 4 ans, c'est un Bachelor avec Honors, c'est-à-dire que c'est une année supplémentaire. Souvent, c'est de la recherche ou une spécialisation plus poussée. C'est plutôt dans tout ce qui est sciences ou droit en général. Dans la partie licence, on a aussi le top-up bachelor. Nathalie vous expliquera ça plus en détail puisque l'université de Sunshine Coast propose ce type de programme qui est super intéressant pour les Français, puisque quand vous avez un BTS, en tout cas c'est un BTS, en général c'est des BTS plus spécifiques, mais elle vous en dira plus Nathalie, et on peut faire une consultation personnalisée selon le BTS que vous avez pour que je puisse vous en dire plus, mais si vous avez certains types de BTS, vous avez la possibilité d'intégrer directement un bachelor, donc l'équivalent d'une licence directement en 3e année. Le BTS, initialement, c'est un diplôme français. Là, vous avez la chance de le convertir en diplôme international et de valider l'équivalent d'une licence, mais en Australie, en seulement 1 an. Donc, non seulement ça réduit la durée sur place, ça réduit aussi les frais et vous revenez avec un diplôme international, une licence qui est valable, enfin un bachelor qui est valable internationalement, qui vous permet derrière d'intégrer un master en France, en Australie ou à l'international. Vous avez ensuite, ça on ne le connaît pas trop en France, il n'y a pas vraiment d'équivalence, le Graduate Certificate en 6 mois et le Graduate Diploma en 1 an, c'est des diplômes de second cycle, ça veut dire qu'il faut avoir une licence pour pouvoir les intégrer. Ça sert surtout pour certaines personnes qui souhaitent faire une spécialisation courte, c'est-à-dire qui ont déjà une licence ou un master même, et qui ont envie vraiment d'avoir une spécialisation, il leur manque un petit quelque chose, ils ont envie de se spécialiser, mais de manière courte. Ça peut être un moyen d'aller en Australie étudier sur une courte durée, mais quand même de valider un diplôme d'études supérieures de second cycle qui a un niveau supérieur à la licence. C'est aussi l'occasion, si par exemple vous avez un bachelor dans un certain domaine et que vous voulez faire un master en marketing, donc dans un domaine différent, que vous n'avez pas les prérequis du coup parce qu'il faudrait avoir une licence en marketing que vous n'avez pas. Ça peut être un tremplin en fait pour passer d'une licence dans un certain domaine à un master dans un autre domaine. Donc ça, c'est par exemple, vous allez voir sur les sites des universités, si vous cherchez un master, ils vont vous dire exemple, master en marketing, prérequis obligatoire, licence en marketing ou graduate diplôme en marketing ou licence dans n'importe quel domaine et graduate diplôme en marketing. En fait, c'est un tremplin, c'est une passerelle, on va dire, vers un master dont vous n'auriez pas les prérequis. Ensuite, on a le master qu'on connaît ici en France, qui se fait souvent en 2 ans en France. En Australie, il se fait en 1 à 2 ans. Alors, il y a certains masters qui durent 1 an avec juste les prérequis d'avoir une licence classique en 3 ans, Mais en général, les masters, ça dure 1 an et demi à 2 ans. Les masters en 1 an, parfois, c'est ça va être si vous avez, par exemple, si vous avez 2 ans d'expérience, une licence plus 2 ans d'expérience, au lieu de faire le master en 2 ans, vous allez le faire en 1 an. Ça vous permet de gagner un petit peu du temps. Ou alors, si vous avez un bachelor en 4 ans, par exemple, un bachelor honors, vous avez la possibilité parfois de réduire la durée du master à 1 an au lieu de 2 ans. Et ensuite, on a le PhD qui est l'équivalent du doctorat. Je ne vais pas trop m'attarder sur celui-là parce qu'on a très très peu de demandes et que généralement, les gens qui font un PhD ont un très bon niveau d'anglais, ils ont déjà des contacts avec les universités, les centres de recherche et tout ça, donc ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Mais voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés par le PhD, en général, c'est financé par les universités et nous, on peut vous aider simplement sur la démarche administrative de faire la demande de visa. J'ai noté aussi semestre universitaire parce qu'ici, il y a des gens qui sont connectés, qui souhaitent faire un semestre
en cours de route de leur licence, par exemple. Vous pouvez en fait faire un semestre universitaire en cours de cursus de licence en France si votre université est d'accord. Même si l'université n'est pas forcément, c'est pas un échange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de partenariat. Si votre université est d'accord, vous pouvez éventuellement faire le semestre universitaire en Australie. Donc, soit en master, soit en licence, selon votre niveau actuel. Et il y a aussi un semestre universitaire qui est possible de faire comme une césure, c'est-à-dire, par exemple, vous avez le bac cette année et vous avez envie de faire une expérience en Australie, mais plutôt académique, vraiment faire un premier pas en université. Ça peut être intéressant de faire ce programme-là qui s'appelle le Study Abroad, qui est un programme en fait d'un semestre à l'université. Vous pouvez choisir 3 à 4 sujets de licence, donc de bachelor, dans l'université, mais pas forcément du même bachelor. Ça peut être un peu de marketing, un peu de commerce, etc. Vous pouvez valider du coup en un semestre 30 crédits ECTS. Vous ne validez pas de diplôme à proprement parler, mais vous faites une expérience internationale en Australie et vous validez des crédits ECTS. Donc, si vous avez le bac, vous pouvez le faire, vous pouvez valider des crédits de licence. Si vous avez une licence, vous pouvez valider des crédits de master. Je pourrais rentrer plus en détail parce que ça peut peut-être vous paraître un petit peu compliqué, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, on peut faire une consultation personnalisée, savoir au téléphone, etc., pour que je vous explique un petit peu plus en détail ce que c'est, si ça vous paraît, si vous n'avez pas très bien compris le concept du semestre universitaire et que vous êtes intéressé. Voilà un petit peu pour le système universitaire. J'espère que ça vous paraît plus clair. Les atouts de l'Australie pour les études, on les connaît, je pense, un petit peu tous, mais je vais les revoir un petit peu. Les diplômes universitaires sont reconnus internationalement en général, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous validez une licence en Australie, derrière, vous pouvez faire un master en France ou à l'international, au Canada ou voilà. Alors, Canada, justement, je n'ai pas donné le bon exemple parce qu'en général, ils demandent une licence en 4 ans pour intégrer le master en direct ou sinon, il faut avoir une passerelle. Mais en tout cas, voilà, derrière, vous pouvez, si vous faites une licence en France, derrière, vous pouvez intégrer un master en Australie. Université de rang international, il y a de très, très bonnes universités en Australie, des universités qui sont reconnues vraiment mondialement. Et il y a aussi des universités qui ne sont pas forcément en Australie. Il y a ce qu'on appelle le Group of Eight. Donc, c'est les 8 meilleures universités d'Australie qui sont assez sélectives, assez élevées en termes de prix. Mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres très bonnes universités en Australie qui sont plus accessibles aussi en termes de prix et qui ont une expérience étudiante qui est tout aussi bien, qui valide de très bons diplômes. Je pense notamment à l'université de Sunshine Coast qu'on va présenter aujourd'hui, qui est une super université, qui a un retour étudiant qui est excellent. Et Nathalie vous en parlera un petit peu plus tard. Mais voilà, il n'y a pas que le top université, il y a aussi d'autres universités qui sont intéressantes à considérer, autres que le Group of Eight. Approche orientée carrière, il y a certaines universités qui sont très... c'est très différent de ce qu'on peut penser des universités en France, c'est-à-dire qu'il y a un côté... orienté métier, pratique, carrière, qui est différent de la France. Et il y a 15-20 heures de cours en général, Nathalie confirmera tout à l'heure si je ne me trompe pas, mais en général 15-20 heures de cours par semaine à l'université et beaucoup de travail aussi à la maison. Donc c'est assez différent le système du système français. En général, les étudiants apprécient beaucoup. Environnement multiculturel, si vous êtes là ce soir et que vous avez envie d'étudier en Australie, sachez que vous n'êtes pas les seuls dans le monde à avoir cet objectif. Il y a beaucoup d'étudiants internationaux en Australie, donc c'est l'occasion de rencontrer la culture australienne et les Australiens, mais aussi tout type de culture et de se faire des amis du monde entier pendant son aventure. Travail possible pendant les études, ça j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est un atout pour l'Australie parce que par exemple aux États-Unis c'est pas le cas, ou alors c'est vraiment il y a des conditions vraiment spécifiques. Par exemple, il faut travailler sur le campus, voilà. En Australie, c'est quand même une super opportunité de pouvoir avoir un job étudiant à côté des cours. Qualité de vie exceptionnelle, là je ne vous apprends rien, je pense, si vous êtes renseigné un petit peu sur l'Australie, c'est un super pays.
Il y a plein de choses qui sont différentes de la France, notamment la manière de vivre, l'environnement, le fait de pouvoir, on va parler de l'université de Sunshine Coast, qui a un campus qui est à côté de la plage, ou pas très loin. Donc, ça change quand même de ce qu'on peut vivre en France. L'atout aussi de l'Australie, c'est de pouvoir rester en Australie avec un visa de travail après les études. Donc, j'ai vu que Benjamin, vous avez mis le lien. En fait, une fois que vous avez fait 2 ans d'études minimum, je parle pour le stream Higher Education, parce qu'il y en a d'autres qui concernent les formations professionnelles et qui n'ont pas les mêmes prérequis. Donc là, je parle bien des études supérieures universitaires. Si vous avez fait un diplôme, licence ou master par exemple, de 2 ans minimum, vous pouvez appliquer à un visa 485, qui est un visa de travail post-études. Il a une durée de 2 à 3 ans. La durée peut être allongée selon, par exemple, si vous faites un PhD, ce sera plus long que si vous faites une licence. Et selon si vous avez étudié dans une regional area. Regional area, ça va être tout ce qui est, pour faire simple, en dehors des grandes villes. Donc, ça compte pas pour Sydney, Melbourne, etc. Mais Perth, peut-être Gold Coast l'est encore aussi, peut-être Sunshine Coast aussi. Je sais pas, Nathalie, tu nous diras. Oui, c'est le cas pour la Sunshine Coast. Pardon ? Oui, c'est considéré comme… oui. Ok. Donc, vous voyez, si vous étudiez à l'université de Sunshine Coast, vous faites une licence de 2 ans ou un master de 2 ans. Derrière, vous avez la possibilité d'appliquer à ce visa 485 qui va vous permettre de rester travailler en Australie plus longtemps. Donc, si vous avez un objectif, je sais qu'il y en a qui ont cet objectif-là de résidence permanente, ça peut rajouter des points et des années de travail en plus en Australie. Ils ont rabaissé récemment l'âge, donc avant c'était plus haut, maintenant malheureusement c'est 35 ans. Donc vous devez faire la demande avant d'avoir 36 ans. Ça c'est hyper important et c'est un visa qui coûte 4 600 $. Donc budget assez élevé, mais ça vaut vraiment le coup puisque derrière vous avez 2 ans et plus de visa de travail. Les démarches d'inscription. Donc, pour monter votre dossier d'admission à l'université, il faut avoir les prérequis nécessaires, bien entendu, et rassembler certains documents. Donc, les prérequis du bachelor. Là, je le fais vraiment, c'est de manière générale, parce que chaque université peut rajouter différents prérequis, etc. Donc là, c'est vraiment, je fais du global, parce que je ne peux pas aller dans le détail de chaque université. Pour chaque programme, ça peut être différent. Globalement, pour un bachelor, il faut avoir le niveau bac ou une équivalence, et un niveau d'anglais C1. Les documents à fournir, ça va être la copie du bac, vos notes de bac et un examen de langue IELTS ou équivalent d'un niveau d'anglais C1. Si vous n'avez pas le niveau d'anglais C1, il y a une petite astuce, ne paniquez pas, j'en parlerai tout à l'heure. Pour le top-up bachelor, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est, vous savez, la licence en 1 an que vous pouvez faire quand vous avez validé un BTS. Donc là, il faut bien sûr un niveau BTS. Donc, à voir avec moi si vous êtes intéressé, si votre BTS est éligible. À savoir que si vous n'êtes pas dans la liste des BTS éligibles et que vous avez un BTS, vous pouvez quand même faire une demande de reconnaissance de crédit auprès de l'université. Mais dans ce cas-là, c'est pas automatique. C'est-à-dire que on ne vous garantit pas de faire une licence en 1 an. L'université va peut-être vous valider qu'une seule partie de vos crédits de BTS. Et donc, il va vous falloir faire votre licence en 2 ans au lieu de 3 ou en 1 an et demi. Donc ça, c'est sur dossier. Il faut envoyer des documents spécifiques à l'université pour qu'ils puissent voir ce que vous avez validé de vos 2 années de BTS, qui superposent avec leurs 2 premières années de licence à eux. Je vous la fais simple, mais en gros, c'est ça. Et qui voient ce qu'ils peuvent vous valider ou pas comme crédit sur vos 2 années de BTS. Par contre, si vous êtes dans les BTS éligibles, ce sera automatique puisqu'ils savent déjà les crédits qu'il y a dans votre BTS et c'est déjà validé au préalable qu'ils vous acceptent les 2 ans et que votre licence sera en 1 an. Le niveau d'anglais, ça reste C1 et on rajoute du coup la copie du BTS et les 4 semestres du BTS du coup pour intégrer le top-up bachelor. Pour ce qui est des diplômes de second cycle, donc graduate certificate, graduate diplôme, master, il va falloir un niveau de licence du coup, un niveau d'anglais C1 toujours, et on rajoute en fait la copie de licence, semestre 1 à 6 de la licence. Si vous avez un BTS plus une licence, il faudra fournir copie du bac, note de bac, copie du BTS, note de BTS, copie de la licence et note de licence. Du coup, vous allez avoir que 2 semestres de licence. Et toujours l'examen de langue. Donc, comme je l'ai dit, les prérequis sont variables selon l'université et le programme choisi.
Ils peuvent demander, par exemple, pour les masters, une expérience pro de 2 ans. Pour les licences, les grosses universités, je pense aux universités du Group of Eight dont j'ai parlé tout à l'heure, parfois, ils demandent d'avoir une note au bac qui est assez élevée. Ça peut être 13, 14, 15 parfois sur certains programmes. Et certains documents supplémentaires peuvent être demandés. Alors, c'est quoi une lettre d'offre conditionnelle? Si, par exemple, vous êtes en dernière année de licence, ou je vais plutôt prendre l'exemple du bac. Vous passez votre bac cette année. Donc, vous n'avez pas encore votre bac. Donc, vous ne pouvez pas fournir encore votre diplôme du bac. Vous pouvez quand même vous préinscrire à l'université dès maintenant en fournissant votre passeport et votre examen de langue et en expliquant à l'université, en fait, c'est nous qui nous en chargeons, que vous passez votre bac cette année et que vous allez fournir le dernier document manquant quand vous aurez votre bac, donc au mois de juillet, août, quoi. Vous allez fournir votre bac et vos notes de bac. L'université ne sera pas contre, en fait, vous faire une lettre d'offre conditionnelle à condition de leur fournir les documents manquants plus tard. Ça marche aussi si vous êtes en dernière année de licence, qu'il vous manque votre dernier semestre, donc votre semestre 6, et votre diplôme de licence. Vous pouvez vous inscrire à l'université avec votre bac, vos notes de bac et vos semestres 1 à 5, passeport et examen de langue. Il vous manquera donc semestre 6 et licence. Et vous aurez une lettre d'offre conditionnelle à condition de fournir les dernières notes, donc le semestre 6 et le diplôme de la licence. Ça vous permet d'avancer sur le projet, d'avoir une place à l'université qui vous est réservée en avance et juste à compléter le dossier par le diplôme manquant. Est-il possible de faire une remise à niveau en anglais? Donc, si vous avez un niveau d'anglais B2, je dirais pas moins parce que sinon, il faut faire le projet en 2 fois, je pense. C'est ce qu'on préconise en tout cas. Mais si vous avez un niveau d'anglais B2 et pas un niveau d'anglais C1, l'université va vous proposer de faire une remise à niveau en anglais avant d'intégrer. Je prends l'exemple, par exemple, quelqu'un qui veut intégrer une licence et qui fournit tous les documents et qui fournit un IELTS d'un équivalent B2 au lieu de C1. Donc, le B2, c'est en dessous du niveau C1. C'est juste en dessous. L'université va faire une proposition de PAC anglais plus licence. C'est-à-dire que vous allez faire d'abord vos cours d'anglais. Une fois que vous aurez atteint le niveau donc sur place, j'entends, les cours d'anglais à l'université, dans la même université que là où vous allez faire votre bachelor, votre licence. Vous allez d'abord faire vos cours d'anglais. En fonction des résultats de votre IELTS, les universités, ils savent en fait combien de temps de cours vous devez faire. Ils ont l'habitude. Donc, admettons, selon votre résultat à l'IELTS, l'université pense que vous devez faire une remise à niveau de 3 mois. Vous partez, par exemple, en novembre, décembre, janvier, vous faites vos cours d'anglais. Et février, donc novembre, décembre, 2026, janvier 2027, vous faites vos cours d'anglais. Février 2027, vous faites votre rentrée de licence. Et vous commencez comme ça. Vous devez en fait, et si jamais vous êtes disponible que à partir de janvier 2027, vous décalez un petit peu le projet, vous partez quand même janvier, février, mars par là, et vous faites la rentrée de juillet. J'en viens à du coup quand s'inscrire. Les rentrées en général dans les universités en Australie, c'est janvier, février, mars du début d'année, février-mars on va dire plutôt, et juillet. Parfois, il y a quelques universités qui proposent de faire une rentrée entre septembre et novembre pour se caler un peu sur le calendrier européen, mais en général, on est plutôt sur février, mars et juillet. C'est pour ça que si vous avez votre bac en juillet, c'est trop short le temps de faire l'inscription, le visa, de donner votre bac manquant, etc. pour faire la rentrée de juillet 2026. Il vaut mieux tabler sur la rentrée de février 2027 et ça vous laisse en plus le temps avant de faire vos cours d'anglais si nécessaire, d'arriver en Australie en octobre, par exemple, pour commencer vos cours d'anglais. J'espère que je suis claire. Si je n'ai pas été claire, comme je disais tout à l'heure, de toute façon, je pense que je suis un peu en contact avec toutes les personnes qui sont là connectées. Tu es parfaite, Elvire. Ah, merci. C'est moi qui gère les universités. Et du coup, normalement, on est déjà en contact. Je vous ai envoyé un petit WhatsApp. On pourra voir pour se faire un rendez-vous après le webinar. Donc, par exemple, la semaine prochaine. Ou voilà. Donc, quand s'inscrire, en fait, le plus tôt possible, puisque vous avez la possibilité de faire une préinscription, même si vous n'avez pas la totalité des documents. Et puis, ça nous permet d'anticiper aussi. Et le visa, on peut faire la demande à partir de 4 mois avant. Et vraiment, je vous conseille de faire la demande
en avance, ça évite beaucoup de stress parce que les gens qui font le visa au dernier moment, ils sont super stressés. Des fois, ils doivent décaler leur billet d'avion parce que parfois, l'immigration, on ne sait pas pourquoi, c'est long les visas. Parfois, c'est accepté dès que vous avez fait les biométriques, et parfois, c'est beaucoup plus long. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le point d'interrogation. Les tarifs, donc très, 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 très différents des tarifs qu'on peut connaître pour les universités en France. Par contre, assez proches pour certaines universités de ce qu'on peut connaître en école de commerce, etc. en France à ce niveau-là. Donc, le bachelor degree, donc vous voyez les écarts de prix, c'est énorme parce que y a de tout comme université et école en Australie. Les universités qui visent l'excellence, le groupe of eight, etc., sont dans la fourchette haute. Et après, on a des universités qui sont très bien aussi pour ce qu'elles proposent et pour le budget qu'elles proposent. Donc, il y en a un petit peu pour tous les budgets. Donc, entre 15 000 et 45 000 l'année. Graduate Certificate entre 9 et 19 000 le programme, donc de 6 mois. Le Graduate Diploma qui est en un an entre 12 000 et 20 000. Le Master entre 15 000 et 45 000 l'année. Le PhD entre 15 et 45 000, mais comme je disais, c'est souvent financé par les universités puisque on est sur des programmes de recherche. C'est à payer par semestre, donc ne vous inquiétez pas, vous payez un semestre avant le départ et les semestres suivants sont échelonnés à payer sur place, donc tous les 6 mois en fait. Donc pour une licence, vous payez en 6 fois en fait. Un premier avant le départ et 5 semestres à payer de manière échelonnée sur place. Bonne nouvelle, les étudiants internationaux ont accès à des bourses d'études. Alors, il y a des bourses qui sont comme celle de UniSC, si je ne me trompe pas, ce n'est pas sur dossier, c'est si vous avez un passeport éligible, que vous répondez aux critères qui sont d'avoir une lettre d'offre sur l'année, par exemple 2026 en cours, sur une licence. Et il y a certains programmes qui sont retirés si je ne me trompe pas, par exemple, certains programmes de sciences, je ne parle pas seulement pour l'université de Sunshine Coast, mais d'autres sciences, ingénieurs, droit ou des trucs comme ça. Parfois, ils sont retirés des bourses, mais sinon, c'est des bourses qui n'ont pas de critères spécifiques en termes de notes que vous auriez pu avoir au préalable. Donc, bourse pour les étudiants internationaux, c'est les plus simples à avoir, en fait. Bourse sur dossier scolaire, ça va être, si vous avez eu à partir de 12 sur 20 au bac, vous pouvez avoir 15% de réduction. Si vous avez eu 14, vous pouvez avoir 25%. Si vous avez eu plus de 18 sur 20 au bac, vous avez des bourses vraiment là d'excellence où vous avez un gros financement. Donc ça dépend des universités. Et bourses spécifiques à certains programmes ou facultés. Je prends un exemple. Par exemple, il y a des universités qui proposent des bourses aux femmes qui souhaitent étudier l'ingénierie en Australie, par exemple. Voilà. Donc, les bourses les plus accessibles, c'est celles qui sont destinées, comme je disais, aux étudiants internationaux sur dossier scolaire, à partir de 12 sur 20 quand même, en général. Et en moyenne, on est 15 à 25% de réduction sur les frais de scolarité. Alors, on va passer du coup à la découverte de l'université de Sunshine Coast. Donc là, Nathalie, je te laisse te présenter. Comme c'est moi qui ai la main sur la présentation, je sais à peu près, j'ai vu les slides, mais tu me diras quand je dois passer à la suivante. Ça marche. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui et merci à GoStudy et merci Elvire d'avoir organisé cette session. Donc, je suis Nathalie Chaud, je suis la représentante de l'université dont je m'occupe du marché européen et il s'avère que je suis basée en France. Là, actuellement, je suis bien en France, mais c'est juste que j'ai dû fermer les volets parce que j'avais plein de petits reflets du store, donc c'était pas agréable, donc j'ai dû tout fermer. Donc, il est bien 17h30 aussi chez moi. Donc, je vais vous présenter l'University of the Sunshine Coast qui est localisée dans l'État du Queensland. Donc, sur la next slide, il y aura la carte de l'Australie. Et pour vous situer un petit peu, le Queensland, c'est un État qui se trouve à l'est du pays. Et la capitale de l'État du Queensland, c'est Brisbane. Donc, on est à environ 90 km au nord de Brisbane. Et notre université, donc en fait, on a pas mal de petits campus, enfin, on a pas mal de campus dans l'État du Queensland, mais le campus principal, c'est UniSC Sunshine Coast. Et
c'est le campus que je vais vous parler aujourd'hui et c'est aussi celui qu'on recommande à tous les étudiants parce que c'est là où vous avez le plus on a tous nos programmes là-bas et même au niveau expérience étudiante, les assos, le complexe sportif, etc. Tout est sur ce campus-là. Donc, c'est pour ça qu'on vous recommande d'aller sur ce campus-là. La Sunshine Coast, c'est une région d'environ 370 000 habitants, donc c'est ni trop grand ni trop petit. C'est plutôt une base idéale pour explorer le pays. Donc là, sur la petite carte à droite, là, vous voyez qu'à Brisbane, donc comme je vous disais, nous, on se retrouve au nord de Brisbane. Il y a un aéroport, donc généralement, les étudiants entrent en Australie via Brisbane et on a effectivement un aéroport domestique dans la Sunshine Coast, donc qui est à 20 minutes du campus et qui dessert des villes comme Sydney, Melbourne. Donc, c'est quand même assez pratique si vous souhaitez partir pendant les vacances scolaires et découvrir Sydney, Melbourne et vous pouvez même aller en Nouvelle-Zélande pendant la saison de ski. La Sunshine Coast, c'est une région où il fait bon vivre, hein. C'est sécurisant. Il fait beau quasiment tous les jours de l'année. Il y a 310 jours de soleil par an, mais ça, c'est le cas généralement de l'État du Queensland. Hein. L'État du Queensland, c'est aussi réputé pour c'est le Sunshine State, donc un État très, très ensoleillé. Donc, si vous aimez le soleil, la chaleur, ben voilà, vous serez bien content d'être dans l'État du Queensland. La next slide. Donc, je voulais vous montrer un petit aperçu de notre campus. Donc, ça, encore une fois, c'est le campus principal de Sunshine Coast. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas énorme. Donc, c'est un campus à taille humaine. En fait, vous pouvez tout faire à pied d'un point à un autre, d'un bout à un autre. C'est environ 5 à 10 minutes à pied. Sur le campus, vous avez une bibliothèque qui est ouverte à H24, des salles d'ordinateur ouvertes à H24 également. À gauche, vous voyez le complexe sportif, le complexe sportif, pardon. Un peu juste en haut, vous voyez on a un parc national. Donc, le campus lui-même est en fait localisé dans une réserve naturelle de plus de 100 hectares. Donc, c'est aussi pour ça que c'est super vert. Vous êtes vraiment au milieu de la nature. Et si vous allez plus loin dans l'horizon, vous avez la mer. Donc, vous avez, comme Elvire l'a mentionné tout à l'heure, on a la mer à proximité. On est vraiment sur la côte. Et vous voyez un petit peu au niveau près du parking, là où il y a toutes les petites voitures, il y a un arrêt de bus, donc en fait, qui permet aux étudiants de rejoindre la côte en 15 minutes. Donc, c'est 14 minutes même en bus. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Et à droite, vous avez, les lacs et vous avez aussi des résidences étudiantes privées. On n'a pas de logement à proposer aux étudiants, mais il y a pas mal de résidences privées qui sont là pour accueillir les étudiants. Et puis, voilà, c'est encore une fois pour vous montrer à quel point en fait le campus est relativement petit et c'est très convivial et comme il fait beau aussi, en fait tous les bâtiments à chaque fois pour passer d'un bâtiment à un autre, vous passez par l'extérieur. Et aussi un autre dernier point que je voulais mentionner sur cette photo, c'est comme en fait on est à quelques pas du parc national, je voulais aussi mentionner qu'on a des kangourous sauvages sur le campus. Donc, ils viennent de ce parc national voilà, c'est assez un peu le petit côté fun. Les étudiants sont plutôt contents de pouvoir voir des kangourous un peu tous les jours. Donc, ça, c'est la petite particularité de l'UniSC et hormis les kangourous, on est aussi très fiers de pouvoir offrir une expérience unique et authentique aux étudiants internationaux parce que près de 90% de notre population étudiante est locale. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe le cours que vous prenez, le programme que vous suivez, vous serez en classe avec plein d'étudiants australiens. Ce qui n'est pas forcément le cas, comme vous vous en doutez, si vous allez dans des grandes villes comme Brisbane, Sydney ou Melbourne, où parfois ils ont jusqu'à 50% d'étudiants internationaux. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est tout simplement pour vous souligner le fait que la Sunshine Coast, c'est un peu plus c'est une université un peu plus, c'est une université régionale et forcément, il y a un petit peu moins d'étudiants.
Ensuite, pour les domaines d'études, donc à l'UniSC, donc on est une université qui propose pas mal de domaines d'études. Donc, vous pouvez étudier que ce soit business, communication, psychologie, sciences, mais aussi de l'ingénierie, ou même si vous voulez étudier aussi le développement durable, le droit ou la criminologie. Donc ça, c'est tout à fait des programmes qu'on propose. Donc on propose des programmes de niveau licence, donc comme disait Elvire, entre 3 à 4 ans, en fonction du domaine, encore une fois, et aussi des programmes de master allant de 1 an à 1 an et demi à 2 ans. Et on a aussi des graduate certificates, comme l'a mentionné Elvire. Et puis, on a aussi des programmes plus courts, donc pour les étudiants qui veulent faire juste un semestre ou 1 an. Ça, c'est tout à fait possible, mais qui sont généralement pas diplômants. Donc, voilà, ça, c'est une des choses aussi. Et parmi les programmes les plus prisés, je dirais que on est surtout prisé pour les programmes de commerce, notamment grâce à notre accréditation AACSB. On est aussi reconnu pour nos programmes d'engagement en faveur du développement durable. Donc, on a aussi pas mal de programmes, d'excellents cursus dans ce domaine-là. Et puis, comme l'a mentionné aussi Elvire et Benjamin, on a aussi pas mal il y a une reconnaissance mutuelle entre les programmes, entre la France et l'Australie. Et c'est aussi d'ailleurs pour ça que l'UniSC est une des premières universités à avoir reconnu les programmes BTS, donc qui vous permet en fait, pour les étudiants qui sont parmi nous et qui sont détenteurs, qui sont en train de faire un BTS, vous avez la possibilité de faire reconnaître votre diplôme à l'issue des 2 ans pour en fait directement intégrer la 3e année de bachelor à l'UniSC, ce qui veut dire qu'en fait on va reconnaître vos 2 ans de BTS, donc votre bac plus 2, et on va vous permettre une inscription, une entrée directement en 3e année, et en 1 an d'études seulement, vous obtenez notre bachelor. Voilà, vous l'obtenez en étudiant seulement 1 an. Et voilà, il y a des profils plus courants que d'autres. Donc, effectivement, on a le BTS Commerce International, Communication, NDRC, Tourisme. Et comme l'a dit aussi Elvire, en fait, si vous avez un autre BTS, n'hésitez pas à prendre contact avec Elvire parce qu'effectivement, c'est aussi sur demande. Et si on a parmi nous des étudiants qui ont fait un DUT, même si, bon, effectivement, il y a la nouvelle réforme avec les programmes BUT maintenant, ou si on a des BUT parmi nous, pareil, n'hésitez pas à contacter Elvire, elle pourra vous aider un petit peu, vous aiguiller sur la marche à suivre pour accéder à ce programme-là. Et puis, donc pour étudier à l'UniSC, donc Elvire l'a mentionné tout à l'heure, de toute façon, il faut, normalement, de toute façon, le minimum pour intégrer l'UniSC, de toute façon, il faut que vous ayez votre bac. Le niveau d'anglais, alors l'UniSC, on est un peu moins exigeant, on accepte le niveau B2, généralement en fonction du test, en fonction du score que vous obtenez. Le minimum se situe plutôt vers du B2. Mais on a aussi des programmes de remise à niveau. Hein, si jamais vous avez un peu plus de lacunes, voilà, ne vous dites pas que la porte vous est fermée. Donc, c'est vraiment, n'hésitez surtout pas à en discuter avec Elvire. On a probablement une solution pour vous. Et on propose 2 rentrées par an. La méthode d'enseignement est assez différente, mais très appréciée par les étudiants français. Notamment, je peux vous dire, par exemple, il n'y a pas vraiment DR. Ce qui a été beaucoup ressorti, c'est que les étudiants français ont bien apprécié le fait qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. C'est-à-dire en classe, voilà, déjà en anglais, il n'y a pas de vouvoiement. Les professeurs viennent de manière, voilà, c'est très chill, très laid back. Les professeurs peuvent venir en tongs, en short. Voilà, c'est pas un peu comme à la mode française où les professeurs sont un peu plus en hauteur, on est même au niveau des amphis, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal apprécié. Les professeurs sont très présents. Pour les étudiants, vous avez même parfois leur numéro de téléphone portable, vous pouvez les contacter pendant les périodes d'examen, etc., si vous avez la moindre question. Donc, ils sont beaucoup plus accessibles.
Et Elvire a aussi mentionné par rapport au volume horaire. Donc, on est à environ 12 à 15 heures de cours par semaine, comme elle l'a mentionné. Parce que justement, en fait, vous n'avez pas énormément d'heures de cours par semaine. Par contre, vous avez beaucoup de travail de recherche personnelle à faire en amont des cours, donc que ce soit des lectures, enfin des chapitres à lire d'un livre ou de faire une courte présentation de ce que vous avez lu avant. Donc voilà, ça vous force un peu à devenir, à être un peu plus organisé. Et ce faible volume horaire aussi vous permet de travailler en parallèle de vos études, donc ce qui est très commun, que ce soit pour les étudiants locaux ou internationaux. Voilà, en fait, en fonction du visa que vous avez, généralement avec le visa étudiant, vous avez la possibilité de travailler. Et voilà, donc ça, c'est surtout par rapport à ça. Et au niveau du calendrier, donc Elvire l'a aussi mentionné, hein, donc il y a plusieurs rentrées par an. Donc à l'UniSC, c'est assez particulier dans le sens où en fait on a 2 calendriers en fait en fonction de votre niveau d'études. Donc si vous êtes un étudiant de niveau bachelor, vous êtes sur un calendrier trimestriel. Donc vous avez 2 rentrées par an. Donc soit vous commencez en mars, soit vous commencez en juillet. Il y a bien un trimestre 3, mais ce trimestre 3 est réservé en fait qu'aux étudiants locaux qui sont à mi-temps. Donc, le trimestre 3, c'est pas du tout une option, donc c'est pour ça que je l'ai mis en jaune. Donc voilà, soit vous intégrez, soit vous nous rejoignez en mars, soit vous nous rejoignez en juillet. Et donc voilà, le trimestre 3, en fait, vous n'avez pas cours. C'est les vacances d'été. Et si vous êtes au niveau master, c'est le calendrier, c'est un calendrier qui est légèrement différent. Donc pour la session 2 et 3, donc c'est la première entrée qu'on propose pour les niveaux master. C'est aussi ça débute aussi en mars, donc ça change pas. Par contre, au lieu de démarrer en juillet, vous démarrez mi-août. Donc voilà, donc ça c'est la seule différence, qui est très voilà. Par rapport aux bourses d'études, donc pareil, Elvire, elle l'a mentionné tout à l'heure. Donc nous, effectivement, on propose deux bourses différentes. Donc on a l'International Student Scholarship qui vous donne 15% de réduction sur la durée totale de votre programme. C'est-à-dire que si vous commencez en 2026, du coup, et que votre programme dure 3 ans, vous avez en fait des 15% sur 2026, 2027, 2028. Et il n'y a pas de restriction au niveau du programme, donc c'est vraiment tous les programmes UniSC qui vous permettent de bénéficier de ces 15%-là. Et le seul critère, enfin la seule condition, c'est que vous ne soyez ni australien ni néo-zélandais au niveau du passeport. Donc si vous êtes français ou une autre nationalité, ça c'est aucun souci. Et on a la dernière bourse qui s'appelle International Bright Future Scholarship qui vous donne 20%. Et ça, pour le coup, c'est valable que sur les nouveaux programmes qu'on vient de lancer. Donc, si vous êtes intéressé par l'un de ces 3 programmes, ben voilà, n'hésitez pas, vous bénéficiez de 20% de remise. Voilà, et juste quelques mots, enfin un petit mot rapide sur le soutien, enfin tous les services étudiants dont les étudiants ont accès. Voilà, en fait, c'est simplement pour dire qu'en fait, les étudiants qui sont à l'UniSC, que ce soit des étudiants, que vous soyez étudiants internationaux ou pas, vous êtes considéré comme un étudiant UniSC, donc vous avez accès à tout ce qui est, si vous avez besoin de parler à quelqu'un ou si vous avez envie de rejoindre un club étudiant, etc., vous avez accès à tous ces éléments-là. Donc voilà, tout est fait pour faciliter votre intégration. Vous pouvez rencontrer plein d'autres étudiants. Voilà, vous êtes vraiment entouré et soutenu. Enfin voilà, vous avez vraiment accès à un grand nombre de services. Pour finir, je voulais juste simplement, voilà, juste décrire en quelques mots pourquoi choisir l'UniSC. En fait, choisir l'UniSC, c'est surtout choisir de vivre en fait une immersion plutôt, une immersion totale au cœur de la culture australienne, étant donné qu'on a pas mal d'étudiants locaux. Même le cadre, hein, vous avez bien vu les photos, etc. Les kangourous, voilà, c'est vraiment une opportunité unique
pour vous de nouer des liens et vraiment de vous sentir intégré à la communauté. Et on est aussi l'excellence académique, donc on est reconnu aussi pour la qualité de notre enseignement, donc ce qui est vraiment important, mais vous venez quand même pour étudier, et un soutien exceptionnel aux étudiants. Donc voilà, c'est vraiment juste pour vous dire un petit peu les points essentiels sur ce qui nous différencie vraiment des autres universités. Donc, je dirais que voilà, l'UNISC est une destination qui est parfaite si vous cherchez un équilibre entre réussite académique et expérience de vie 100% australienne. Et je vais juste vous montrer quelques petites photos de la Sunshine Coast. Donc, les 3 incontournables de la Sunshine Coast, c'est Surf, Sand and Hinterland. Hinterland, je ne sais pas trop comment le traduire en français. Ce serait l'arrière-pays, l'outback, je ne sais pas trop. Mais surf, voilà, la Sunshine Coast est vraiment populaire pour la pratique du surf. Donc, pour ceux qui veulent tester ou bien qui veulent approfondir leurs skills, c'est l'endroit parfait pour ça. Vous pouvez aussi découvrir la campagne australienne et il y a beaucoup de randonnées. De toute façon, vous pouvez vous imaginer l'Australie, peu importe où vous allez, ça va être magnifique. Et juste quelques petites photos. Donc, on a Mooloolaba Beach, c'est la plage la plus proche du campus, donc à 14 minutes. Voilà, donc je vous laisse vous imaginer en train de vous promener sur cette plage. Après, il y a aussi la plage que vous venez de voir, elle est à gauche. Non, elle est à droite, pardon. Et celle qui est à droite, c'est Kawana Beach. Et voilà, en fait, c'est vraiment une succession de plein de plages parfaitement magnifiques. Et c'est comme ça tout le long de la côte. Et par rapport à la randonnée, voilà, ça c'est une des petites montagnes que vous pourrez monter, qui est sympa lors du coucher de soleil ou du lever de soleil. Et la dernière photo, c'était des petites photos de kangourous. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'à là. Super, merci Nathalie. Moi, j'ai envie d'aller étudier en Australie. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. J'ai envie de retourner en Australie étudier, quoi. T'envoies mon inscription demain, Nathalie. Avec plaisir. Génial. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Et puis moi, ça me fait aussi un petit reminder de l'université. Ouais, c'est vrai que j'oublie souvent de préciser cet aspect-là quand je parle de l'université de Sunshine Coast, le fait qu'il y ait beaucoup d'étudiants australiens dans l'université. C'est vrai que c'est quand même un point que les étudiants français apprécient. Ils ont envie vraiment, en général, de vivre vraiment l'expérience australienne et d'être en immersion totale. Et c'est vrai que autant la Sunshine Coast, même la destination, il y a moins de touristes et tout ça internationaux. Enfin, c'est vraiment l'expérience australienne. Donc, c'est très apprécié, ça, des étudiants. Ouais. Et juste pour rajouter un truc, tu as appuyé le point là-dessus. Moi, j'interviens en aparté. C'est le fait que la Sunshine Coast, c'est pas hyper prisé par les étudiants internationaux. Donc, comme elle disait Nathalie, vous allez avoir énormément d'étudiants locaux, donc se mélanger avec des vrais Australiens. C'est ça l'avantage de partir en université en Australie en dehors d'une école de langue privée ou autre. Et rajouter aussi le fait du coût de la vie en dehors des grandes villes. Le coût de la vie est hyper important pour quelqu'un qui n'a pas forcément un gros budget ou des étudiants qui font des prêts bancaires, etc. Le coût de la vie, je pense, est un petit peu moins cher sur la Sunshine Coast que dans des grandes villes comme Sydney, Melbourne, Brisbane, etc. Donc, c'est à considérer aussi dans votre projet si jamais vous partez étudier à l'université en Australie. Absolument. Voilà, j'ai dit mon petit mot. Merci. Non, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Avec plaisir. Je reprends la main pour vous parler maintenant. On est sur la fin du webinaire de ce qu'on peut faire pour vous, nous, en tant qu'agence d'éducation. On a des services qui sont 100% gratuits pour les étudiants. Comment ? Parce qu'en toute transparence, on est totalement transparent avec ça, on est en fait financé, on est commissionné sur les frais de scolarité de nos étudiants.
Donc, pour nos étudiants, passer en direct avec l'université ou passer par GoStudy, ça coûte exactement le même prix. Voilà. On ne prend pas de frais frais d'inscription sur nos services. Donc, une expérience qui va changer ta vie, puisque l'Australie, moi, personnellement, c'est une des plus belles expériences que j'ai eues dans ma vie. Je ne suis pas partie étudiante, mais en PVT, mais en tout cas, c'est un pays vraiment qui reste en mémoire, on ne peut pas l'oublier. Il y a plus de 45 000 voyageurs qui nous ont fait confiance, PVTistes et visa étudiants confondus. On est une team internationale, donc on a aussi des bureaux en Espagne, en Italie, en Amérique latine. Au Japon, on a aussi des étudiants japonais qui viennent en Australie. Voilà, donc on a des étudiants qui font la communauté GoStudy qui viennent du monde entier. Et ça fait beaucoup d'étudiants puisqu'on est en activité depuis 2007. Donc, ça fait un moment maintenant, on vient de fêter notre anniversaire là, en mars. 4 bureaux pour t'accueillir en Australie. On a des bureaux à Sydney, où on a le siège social. On est une entreprise australienne à la base. À Melbourne, à Brisbane et à Perth. Voilà. Donc, si vous allez à l'université de Sunshine Coast, le contact GoStudy le plus proche sera à Brisbane. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous en France? Conseil et accompagnement par un expert de l'Australie, c'est moi. Donc, choix de la destination, on voit ça ensemble, hein, choix du programme, de l'école. Et moi, je vous dis en fait quelle université peut vous convenir, quel programme peut vous convenir en fonction de vos envies. On monte le dossier d'inscription ensemble, je vous envoie la liste des documents à fournir, un contact pour traduire vos documents, un lien si vous voulez aussi, on est partenaire avec le British Council France si vous voulez passer votre IELTS aussi en France. On s'occupe de tout pour que vous puissiez réunir tous les documents pour que je puisse me charger gratuitement de votre inscription dans l'université de votre choix. Assistance visa, ça c'est vraiment apprécié de nos étudiants puisque ça peut être un casse-tête par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Ça peut paraître compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Mais il ne faut pas se tromper sur certaines choses pour éviter que l'immigration appuie sur certains points, demande des documents supplémentaires et ralentisse la validation du visa. Donc ça, on s'occupe de tout. On vous souscrit aussi pour vous à l'assurance OSHC. On a aussi un partenariat avec Chapka pour l'assurance complémentaire, c'est-à-dire c'est une assurance s'appelle Cap Student, et ça vient compléter en fait l'assurance OSHC. C'est pas obligatoire. Au contraire, l'assurance OSHC obligatoire, la complémentaire non. Mais c'est conseillé parce que les frais de santé en Australie, ça peut coûter très cher. Vous pouvez faire un devis gratuit avec notre agence partenaire Vacances Australie. On peut vous aider à faire la réservation de logement. Donc, soit, comme Nathalie l'a mentionné, les universités ont leur résidence étudiante partenaire ou leur propre résidence, ça dépend. Et nous, on peut vous proposer sur certaines destinations des colocations ou des résidences étudiantes. Exemple, Brisbane, on propose et colocation et résidence étudiante au choix. Ce qui fait partie de nos services aussi et qui est bien apprécié des étudiants, c'est que vous avez un numéro de téléphone australien avant d'arriver en Australie. Donc, dès que vous arrivez en Australie, vous avez déjà votre numéro. Vous pouvez déjà utiliser WhatsApp avec un numéro australien. Vous pouvez même anticiper, faire votre CV avant de partir, mettre votre numéro australien. Très important, je sais qu'il y en a qui veulent garder leur numéro français. Vous pouvez garder votre numéro français, mais ayez un numéro australien parce qu'un employeur, si vous cherchez un job étudiant, par exemple, si vous faites des amis et tout ça, il ne va pas vous téléphoner sur votre numéro français et tout le monde n'a pas WhatsApp. Donc, numéro de téléphone australien, c'est très important et ça, on le fait pour vous. On vous préouvre aussi un compte bancaire australien pour les mêmes raisons. Vous allez me dire maintenant, il y a Wise, Revolut et tout ça. Mais si vous voulez travailler, avoir un job étudiant en Australie, il vous faut un RIB australien. Parce qu'un employeur ne va pas vous faire des virements en utilisant Wise, etc. En général, ils ont besoin d'avoir un RIB australien. Donc ça, on vous fait la préouverture, mais on vous explique comment, en fait, vous ouvrez un compte Wise quand même pour vous faire des virements de votre compte français à votre compte australien très facilement. Et après, on a des guides sur la ville d'arrivée, la recherche du travail. Donc, les villes d'arrivée, c'est des guides seulement sur les villes où on a des bureaux, donc les 4 villes dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, je suis disponible tous les jours, enfin du lundi au vendredi, dans les horaires de bureau, quoi, on va dire. 24 heures sur 24. Pas 24 heures sur 24, Benjamin, pour répondre à vos questions. Il aimerait bien, Ben, que je sois dispo 24 heures sur 24, c'est pour ça qu'il dit ça.
Mais en tout cas, voilà, moi, je vous accompagne avec plaisir sur votre projet. J'adore voir vos projets se concrétiser parce que je sais que vous allez vivre une expérience exceptionnelle en Australie. Donc, voilà, moi, ce que j'adore, c'est voir vous avoir au début plein de questions, etc. Et avoir un petit message quand vous êtes arrivé sur place et qui me dit « Je suis bien arrivé, merci pour tout. Voilà, tout se passe bien. Et après, ils n'ont plus besoin de nous, on n'a plus de nouvelles. Voilà, et après, on n'a plus de nouvelles. Et 3 mois après, on dit « Ça va? Bah ouais, tout va bien. J'ai oublié de t'écrire, tellement c'est bien, je t'ai oublié. » Et après, l'avantage qu'on a aussi, qui fait vraiment la différence par rapport à d'autres agences, je pense, c'est qu'on a des services en Australie, puisqu'on est présent en Australie physiquement, on a des bureaux. Et donc, sur chaque destination où on a un bureau, on a un conseiller francophone. Donc, on fait des sessions de bienvenue en français. Ça inclut en fait des conseils tout simplement sur votre arrivée, notamment les transports, la recherche de logement si vous n'êtes pas passé par nous, la recherche d'emploi. On ne vous trouve pas de travail en Australie. On n'est pas une agence d'immigration, on n'est pas une agence de travail. Je tiens à préciser, on est une agence d'éducation, mais on vous donne quand même quelques tips pour trouver un travail. Il y a des newsletters où on vous envoie des offres d'emploi, on vous donne des exemples de CV australiens, on fait des ateliers, des workshops sur comment travailler en hôtellerie, restauration, être prêt à travailler en job étudiant là-dedans. Enfin voilà, on fait plein de choses. On vous dit comment faire votre demande de Tax File Number, qui est un numéro obligatoire pour pouvoir travailler en Australie. On vous aide aussi à passer vos certifications. RSA, par exemple, qui est une certification obligatoire. Je ne m'étale pas sur toutes les certifications qu'il y a en Australie, mais RSA, c'est intéressant de le savoir. C'est pour pouvoir servir de l'alcool en Australie. Donc, si vous voulez travailler en job étudiant en restauration, c'est bien si vous avez cette certification. Et elle se passe uniquement sur place. Et après, ça, c'est très apprécié de nos étudiants et on veut voir plus d'étudiants français sur nos événements parce que souvent, les Français sont un peu plus timides ou ils restent un peu en retrait et tout ça. Et par contre, on a plein d'Espagnols, d'Italiens et tout ça. Ça, eux, ils sont bien présents. Donc, n'hésitez pas à participer si vous passez avec nous à nos activités. On fait plein de trucs trop bien. On fait des surf camps. On fait aller voir les baleines, on fait des tournois de paddle, on fait des soirées pizza, on fait des yoga, on fait enfin voilà, on fait plein de trucs et des choses plus sympas, des activités plus sympas et des choses plus orientées workshop sur l'immigration, workshop sur, comme je disais tout à l'heure, la recherche de l'emploi, etc. Et si vous souhaitez poursuivre vos études après une fois que vous êtes sur place, admettons que vous avez fait une licence et que vous voulez rester pour un master, et ben mes collègues sur place peuvent prendre le relais pour vous aider à réserver, faire tout ce qu'on aura fait nous en amont en France, mais d'Australie. Voilà, donc tout ça, c'est gratuit pour les étudiants. Ceux qui ont déjà commencé leur projet avec moi, on continuera ensemble le projet. Ceux qui ont des questions, je pense qu'il y aura plein de questions parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller en détail et puis on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions personnellement, mais vous avez normalement tous reçu un email, un WhatsApp avec mes coordonnées, etc. De toute façon, je reviendrai faire un petit follow-up d'ici la semaine prochaine. Sachez que si vous avez envie de revoir le webinar, il vous sera envoyé la semaine prochaine en replay. Il sera disponible sur YouTube. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'on pouvait voir sur les universités en Australie. J'espère que ça vous a plu. On va prendre 5-10 minutes pour répondre à des questions en live si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à débloquer votre micro si vous avez quelques questions. Si c'est des questions très, très perso, sur des projets très perso, on verra ça ensemble. Alors, on a une question de Synergy Center. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ouais. Bonjour, je fais un break sur ma carrière et je recherche plutôt un parcours en langue uniquement, c'est-à-dire hélicos. Ok. Alors, c'est bien de poser cette question. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Enfin, si je l'ai dit au départ un petit peu. On accompagne sur les études universitaires, mais on accompagne aussi les PVTistes, donc ceux qui veulent partir en Working Holiday Visa. Sachez qu'on a fait un webinar sur
sur le gap year en Australie, où on parle des séjours linguistiques. On a fait plein de webinaires, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube sur différents sujets. Mais en tout cas, si vous partez en Working Holiday Visa, on vous accompagne. Et sur le Working Holiday Visa, vous pouvez étudier jusqu'à 4 mois maximum. Vous pouvez faire des cours d'anglais. On a plein d'écoles de langue partenaires. On va pouvoir vous accompagner sur ça. Vous réservez une école d'anglais. Si vous souhaitez étudier plus de 4 mois, vous pouvez aussi partir en visa étudiant en séjour linguistique plus long, étudier 6-9 mois sur une année scolaire, par exemple. C'est possible aussi, on vous accompagne aussi sur ça. Donc oui, bien sûr, on peut vous proposer des écoles de langue, des cours d'anglais, ça peut être des cours d'anglais général, une préparation à l'examen de l'IELTS, de l'anglais business, voilà, il y a plein de possibilités. Et ça, c'est plutôt ma collègue Perrine, j'ai vu qu'elle était là. Par là. Qui s'en occupe. Donc, si vous On nous voit des avez, cœurs sur le chat. si par exemple vous êtes en contact avec moi et que finalement vous avez un projet plutôt cours d'anglais, bah, je vous redirige en général vers Perrine qui vous explique tout ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. C'est juste un projet différent et on accompagne aussi les gens là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Après, j'ai vu certaines personnes avec qui je suis déjà en contact. On avait Laurine, qui est une ancienne étudiante à nous, qui a repris des informations pour partir étudier à l'université en Australie, à resuivre. Ok. Et Nathalie, c'est là encore là. En tout cas, il est 18h05. Vous avez tenu le timing. Bravo, mesdemoiselles. Combien coûte le logement, Malika? Le logement, en fait, le mieux, c'est de trouver sur place. Mais je reprends le relais, hein, Elvire. On a des accompagnements. Nous, en général, on part soit sur des résidences étudiantes de 2-3 mois ou en colocation. L'hébergement en Australie, ça dépend des destinations où est-ce que tu vas aller. C'est de l'ordre de 250 à 400 $ par semaine. Hein. Tout est payé à la semaine en Australie, que ce soit l'hébergement et les salaires. Nous, on peut vous accompagner temporairement sur un hébergement pour arriver sereinement en Australie et après, c'est à vous de prendre les devants et vous organiser en fonction de ce que vous trouvez ou si vous voulez prolonger l'hébergement qu'on vous a proposé, tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui avait levé la main, non? Il me semble. Non, c'était moi qui avais levé la main. Ah, ok. Parce que j'avais des questions sur que je ne maîtrise plus parce que je ne fais plus de conseils, c'était sur les études d'infirmière et comment il parlait de nursing avec oui. Bah, alors non, ouais, non, en fait, nursing, je pourrais envoyer un lien à la personne en question si elle est intéressée. Malika qui parlait d'aide-soignante. Malika, ouais. Je pourrais envoyer un lien qui renvoie sur notre site où tout est expliqué. Ça a changé un petit peu. Donc, soit il faut refaire en fait le bachelor, si je ne me trompe pas, à la base. Il n'y a plus en fait l'équivalence à 6 mois de 6 mois. Ouais. Ah ouais, donc du coup, je ne suis pas à jour. Vous voyez, je deviens un petit peu vieux. Il faut que je laisse la main à Elvire sur l'université, mais c'était moi le précurseur. On a une question. Si je veux finir mon MBA, ma famille peut venir aussi avec moi. Mon époux peut travailler et mes 3 enfants, 4, 7 et 8 ans, peuvent aller à l'école. Bien évidemment, si vous étudiez. Elvire va répondre. Alors, ça tombe bien parce que j'en profite pour faire la petite pub du prochain webinaire qui va justement parler d'étudiants en famille en Australie. On va avoir le témoignage en fait d'une étudiante qui est partie avec Benjamin qui s'appelle Fatia. Bon, elle est partie faire des cours d'anglais, mais ça marche aussi pour tout type ça peut être une formation professionnelle ou des études universitaires. Et là, on est avec elle, son mari et sa fille de 15 ans qui est scolarisée au lycée Condorcet à Sydney. Donc oui, c'est tout à fait possible. Il y a un étudiant principal, les autres membres de la famille sont considérés comme dépendants sur le visa étudiant, donc ils ont aussi leur visa étudiant. Et après, les étudiants de plus de 5 ans doivent obligatoirement être scolarisés. L'étudiant peut travailler à temps partiel, comme un étudiant lambda, donc l'étudiant principal, temps partiel pendant les cours, temps plein pendant les vacances. Le conjoint, lui, ne peut travailler qu'à temps partiel, sauf pour les étudiants en master. Ils permettent à leur conjoint, master et doctorat, permettent à leur conjoint de pouvoir travailler full-time. Tout à fait. Après, Carla, juste si tu veux finir ton MBA que tu l'as commencé, ça méritera une analyse de ton dossier par rapport à un RPL, ce qu'on appelle le Recognition of Prior Learning,
pour savoir si tu peux prétendre à t'inscrire dans une université ou dans une école de commerce en Australie pour faire valoir les crédits que tu as obtenus en MBA en France, etc. C'est vraiment, je remets le point là-dessus en tant que manager de GoStudy. On est une agence d'éducation, on n'est pas des voleurs, on est là, on vous assiste gratuitement à partir du moment où vous étudiez, on fait de l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'on fait du cas par cas, ça nous prend du temps. Donc, on n'est pas comme d'autres organismes qui ont des brochures en ligne, on fait vraiment de l'accompagnement personnalisé. On est là pour écouter les besoins de chacun et essayer de vous accompagner correctement. On ne peut pas vous envoyer une brochure avec des tarifs comme ça. On en a pour les cours de langue, mais quand il y a des projets spécifiques, on est obligé de faire une analyse et ensuite de construire le projet ensemble. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a une limite d'âge, Elvire? Alors non, on a eu des personnes en visa étudiant qui avaient, je crois que de GoStudy, on a une personne qui avait 80 ans, non, qui est partie, Benjamin, un truc comme ça. 76 ou quelque chose voilà, comme pour ça. des cours de langue, hein, pour des cours de langue, parce qu'après, il faut faire attention, l'immigration, ils peuvent être aussi un peu, si les projets sont pas une personne, par exemple, de 60 ans qui fait une formation qui n'a rien à voir avec tout son parcours. Enfin voilà, ça peut être un peu plus compliqué. Dans tous les cas, tout dépend le type d'études que vous allez faire en fonction de votre âge. Il n'y a pas de limite d'âge comme sur le PVT qui est limité jusqu'à la veille des 36 ans, 35 ans. Donc, si vous avez passé 35 ans, vous avez la possibilité d'étudier et nous, on analyse votre dossier, on regarde ce qui est possible et on vous conseille par rapport à ça si vous avez vraiment envie d'aller étudier en Australie. On a beaucoup de gens en fait qui ont plus de 35 ans et qui ont donc plus accès au PVT, qui nous contactent pour partir en visa étudiant et on trouve toujours une solution. Donc oui, pas de limite d'âge, on trouvera une solution au projet. C'est génial tout ça, on a plein de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, pour revenir avec Carla, n'hésite pas à contacter Elvire, elle se fera un plaisir de t'aider. Si jamais tu veux faire un point, déjà dans un premier point par rapport à ton MBA, savoir ce qui est possible en Australie pour faire reconnaître les crédits, peut-être que tu as commencé. Et après, bien évidemment, on accompagne aussi les familles. Je te mets aussi, Carla, le lien vers le webinaire du mois prochain si tu veux t'inscrire. Et pour les autres aussi, hein, s'il y a des gens intéressés, je le mets dans le chat. Voilà. Hop. Comment on fait pour demander des questions? Pardon? J'entends pas. Alors, quelqu'un m'a demandé de mettre mes coordonnées dans le chat. Je mets donc Benjamin a mis mon mail, je mets mon numéro de téléphone. Il faut m'écrire sur WhatsApp. Ah bon, on va faire les capes avec des. Tu as dit que tu avais ce qu'il fallait. Ah, il y a Rico qui n'a pas coupé son micro, je crois. Je pense que c'est ça. Je pensais que c'était une question. C'est les choses qui arrivent, c'est les élèves. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir posé des questions. C'était très intéressant en tout cas. Pour les gens qui ont d'autres questions, on se recontacte par WhatsApp, message WhatsApp et ensuite on convient d'un rendez-vous téléphonique ou par email. Et je serai ravie de répondre à vos questions et vous accompagner sur le projet. Je suis désolé, j'étais avec un truc important. Nathalie, d'avoir été avec nous ce soir. C'était très intéressant. Ouais, désolé, c'est un truc pour formation et tout, donc je peux pas me permettre de couper. Ah, bon, on a Rico qui n'a pas coupé. Bon, on connaît toute la vie de Rico, du coup. Bon, merci à vous tous. Merci à tous.